Bonjour et bienvenue tout le monde sur Coach Podcast. Je suis ravie que vous soyez ici avec nous présents ce samedi. Nous avons un invité exceptionnel. Vous savez que c'est la deuxième saison. Nous parlons de transformer les mœurs. Et comment transformer les mœurs, c'est vraiment changer la mentalité, c'est vraiment aider les gens à grandir, à transformer leur manière de voir pour équiper la nouvelle génération. Nous voulons faire avancer le pays, nous voulons faire avancer le système francophone. Et Coach Podcast, c'est vraiment aider les gens à avoir une autre perspective. Alors aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de l'immobilier. Nous avons un invité en fait qui a fait ses débuts de l'immobilier, ça fait plus de 10 ans. Et en fait, il vient partager avec vous son expertise. Son nom, c'est Éric Pétricien. Et c'est un investisseur qui a réalisé plusieurs projets immobiliers tels que l'acquisition de la rénovation d'immeubles, la construction de maisons individuelles et des opérations d'achat et de revente. Fort de son expérience, il a pu acquérir de nombreuses connaissances dans le domaine de l'immobilier et son rêve a toujours été de partager sa passion avec beaucoup de personnes. Et c'est ainsi qu'il est parti en fait dans un voyage en 2010 au Canada. Il a croisé la route de Jacques Lepine, qui est un multimillionnaire canadien et qui a fait sa fortune dans l'immobilier. Et il est aussi le président fondateur du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Et donc, Éric, ce qui l'a inspiré, c'est qu'il a voulu créer ce modèle, en fait, associatif, comme M. Lépine en Martinique, en fait, aux Antilles. Et il a créé en 2013 le C2IA, qui est un club d'investisseurs immobiliers des Antilles. Alors, le club vraiment a pour but de partager l'information à destination pour des novices ou même des plus expérimentés sur la thématique, des thématiques variées, surtout sur le sujet, en fait, de l'immobilier. Et le C2IA a organisé plus de 15 conférences et vraiment compte près de 150 membres privilèges et 900 membres ont assisté à leurs conférences depuis le commencement. Et ce que j'aime en plus au niveau de cette entreprise, c'est qu'ils vraiment se focalisent aussi sur la solidarité. C'est vraiment naturel. Ils veulent aider et surtout les personnes qui sont les plus fragilisées. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important à développer, surtout dans le milieu caribéen francophone. Et vraiment, Éric, il a aidé une trentaine de personnes dans leur projet d'investissement. Et nous allons vraiment l'accueillir sur le plateau aujourd'hui. Il va partager son expérience. Donc, bonjour Éric, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Hélène, merci de m'accueillir. Oui, ça fait plaisir en fait de voir en fait des Antillais qui sont partis à l'étranger et qui sont ici et qui ont vraiment grandi dans leur expertise, qui ont grandi dans leur carrière. Et donc en fait, je vais te poser la première question. Parle-moi un petit peu de comment as-tu débarqué vraiment dans ton chemin immobilier. Je sais que tu es parti avec Monsieur de Lépine, que tu l'as vu, pas Monsieur de Lépine, c'est Monsieur Lepine. Pardon. En 2013, tu es parti au Canada et en fait, ça a été quoi ce coup de cœur en fait avec Monsieur Lepine? Alors, c'est la première fois que j'assistais à une conférence au Canada et nous étions plus de 600 participants. Alors moi, je me suis retrouvé seul antillais dans une salle remplie et j'étais assis à côté de millionnaires de l'immobilier. Et c'était une expérience assez impressionnante pour moi parce que c'est la première fois que je me retrouvais dans ce type de milieu. Et si tu veux, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la simplicité qu'avaient ces gens-là, qui étaient souvent des personnes fortunées, la simplicité qu'ils avaient à entrer en interaction avec les autres. Et donc, j'ai été accueilli tout naturellement. Tout naturellement, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de barrière. Je pouvais, même de ma petite expérience, rentrer en connexion avec quelqu'un. Alors, j'ai eu de l'audace ce jour-là parce que comme j'ai été porté par l'euphorie de cette manifestation, je me suis approché de Monsieur Lépine parce que je me suis dit, mince, c'est ce qui nous manque chez nous, pouvoir avoir une vision commune et permettre à des professionnels, à des expérimentés, à des personnes qui débutent dans l'immobilier de converger vers un seul et même objectif. Donc, il fallait un cadre. Et j'ai trouvé que le club, en tout cas son club, était un bon cadre. Je l'ai approché. Il m'a dit ah, mais c'est intéressant, tu as fait autant de kilomètres, tu as fait plus de 4000 kilomètres pour venir nous retrouver. J'ai dit oui. Et du coup, il m'invite à manger. Le midi sur une table avec les millionnaires de
Canada, en tout cas de Montréal. Mhm. Et tout naturellement, les conseils, ils donnaient des conseils. J'ai l'impression aussi qu'ils étaient, ils voulaient savoir ce qui m'avait poussé à venir là et quelles étaient mes motivations. Monsieur Lépine m'a dit, écoute, tu peux me demander ce que tu veux, je serai là, Wow. je vais t'aider à développer, si tu veux développer ton club. Il m'a donné des livres, que lui-même est auteur, hein. Il m'a donné des livres, il m'a donné un accès direct à sa ligne, enfin, voilà, à lui. Et donc, Mhm. j'ai pu grandir comme ça à ses côtés, je veux dire, en lisant des livres, le- l'appelant de temps en temps pour savoir comment faire. Et, euh, et donc, en 2013, j'ai lancé le Club des investisseurs immobiliers. Aujourd'hui, après 11 ans, je suis assez. C'est au-delà de ce que j'avais espéré, parce que je m'étais dit, je fais un petit club et on va réseauter entre nous. On a commencé, on était une dizaine. Et aujourd'hui, c'est une centaine de personnes qui gravitent, en tout cas qui constituent le club avec un conseiller d'administration et des membres privilèges. Les membres privilèges, ce sont ceux qui ont payé un abonnement et qui ont accès à un certain nombre de services. Alors, les services sont les conférences. Donc, pratiquement tous les 15 jours, nous organisons des conférences sur des thématiques que nous définissons en début d'année avec nos experts. Avec nos experts. Alors, les experts sont des banquiers, des avocats en droit immobilier, des experts comptables, des fiscalistes, des gestionnaires de patrimoine. Et je définis avec eux je vais dire, les grandes thématiques que nous allons aborder pendant l'année. Je prends un exemple. Lorsque arrive le moment des impôts, c'est là où je parle d'impôts. Je fais intervenir des experts qui vont parler d'impôts. Comment déclarer ses impôts fonciers, comment réduire ses impôts. Enfin, toutes les thématiques, en tout cas tous les sujets qui pourraient intéresser toutes sortes de personnes qui sont intéressées par l'investissement immobilier, que ce soit des débutants ou des plus expérimentés, parce que chacun a ses problématiques. Donc, j'essaie de faire une sorte de traité large. C'est pas, ça peut être technique à certains moments, mais de manière générale, c'est accessible à tous. Et si les personnes ont de vraies problématiques, à ce moment-là, ils prennent rendez-vous avec l'expert en entretien personnalisé pour pouvoir parler de leurs problématiques. Donc, c'est vraiment cet écosystème que le club propose pour sécuriser, pour donner confiance aux personnes qui se lancent dans l'immobilier. L'immobilier, c'est le parcours de combattant. Il faut trouver le, le bon artisan, le bon bien. Il faut trouver. Donc voilà, le club vient un petit peu sécuriser et créer cet écosystème autour de l'investisseur. Oui, j'aime beaucoup ça en fait parce que ça permet aussi aux gens de voir un petit peu comment ils peuvent grandir, surtout dans l'éducation financière. Et je C'est ça. pense que c'est un sujet qui doit être élaboré davantage dans le milieu caraïbe francophone pour que justement les gens puissent créer et bâtir un patrimoine qui perdure. Et je pense que avant de commencer ça, il faut vraiment être dans le growth mindset. Il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas en fait ce mindset. Et je pense que c'est parce que tu as vécu à l'étranger que ça t'a permis aussi d'avoir cette opportunité de dire, OK, je comprends un petit peu comment laisser un patrimoine, laisser un héritage en fait pour les générations à venir. Et donc, tu as créé ton entreprise, ton club ici. Mais justement, avec la crise en fait qui se passe en Martinique, je pense que c'est un bon sujet en fait pour aider les gens à avoir une autre opportunité, une autre optique à savoir qu'est-ce qu'on peut faire maintenant par rapport à tout ce qui se passe surtout au niveau économique en Martinique, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour que justement les Martiniquais ou même les Guadeloupéens ou même d'autres personnes en fait qui sont francophones peuvent justement déclencher dans leur vie pour qu'ils puissent laisser un héritage qui perdure et c'est ça je pense qui manque dans le milieu caraïbe francophone surtout
c'est cette mentalité de laisser un héritage, de laisser un patrimoine qui sera là pour les générations à venir. Et ton sujet au niveau de l'immobilier, ça va vraiment aider beaucoup de personnes à savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire. La prochaine question, c'est qu'est-ce qu'ils doivent faire vraiment quand ils sont débutants, parce que c'est vrai que c'est un large sujet, l'immobilier, mais l'investissement immobilier, qu'est-ce qu'on doit faire quand on est débutant? Qu'est-ce que la première démarche à faire quand on est débutant? Alors, pour répondre très clairement, alors, tu as posé deux questions. Ah, ok. Puisque tu m'as parlé de la crise et quelles sont les opportunités, Oui, et qu'est-ce qu'on doit faire quand on est débutant. Bon, je vais commencer par qu'est-ce qu'on va d'accord. faire, qu'est-ce que je préconise lorsqu'on est débutant. Mais je voulais te faire une confidence. L'immobilier, ça a été un prétexte pour moi. Parce que si tu veux, la dimension en tout cas, la vision que j'ai derrière, elle est beaucoup plus large. Elle est de faire la démonstration qu'ensemble, on peut faire de grandes choses. C'est ça la vision qu'il y a derrière. Et si tu veux, l'immobilier est devenu un prétexte parce que, bon, c'est tendance. Beaucoup de personnes parlent d'immobilier, donc ça plaît au plus grand nombre. Mais vraiment, la démarche qui est derrière, elle est beaucoup plus globale. Et ça donne du sens parce que souvent, on pense que l'herbe est beaucoup plus verte ailleurs. On pense que les grandes histoires à succès ou de réussite sont à l'extérieur, alors que chez nous, en Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, il y a de belles réussites. Il y a des personnes qui font des choses extraordinaires. Oui. Et c'est pas souvent mis en avant parce qu'on parle pas beaucoup de nous, on parle pas beaucoup de notre histoire, si ce n'est que de parler d'histoires tragiques. On va parler des violences aux Antilles, on va parler des grèves, on va parler de tout ça, mais il y a l'autre, le revers de la médaille, et ça, je suis assez optimiste de ce côté-là, c'est de dire qu'il y a de belles choses aussi. Et il faut qu'on mette ça en avant, il faut qu'on valoriser tout ça. Alors, pour répondre à ta question, on pourrait parler pendant des heures, mais Totalement. si j'ai un conseil à donner à un jeune qui veut débuter dans l'immobilier, déjà la première des choses, c'est d'avoir une situation professionnelle stable. Le banquier aujourd'hui, il prête aux personnes qui ont une situation stable. Alors, pas besoin de gagner 3 000 4 000 euros, c'est pas ce que je dis, mais au moins d'avoir une situation qui rassure le banquier, d'accord? Avec des revenus réguliers. La deuxième étape, c'est avoir des connaissances. La connaissance est égale au pouvoir. Si on a de la connaissance, on a du pouvoir. La connaissance, elle s'acquiert comment? Ben, par le biais de formations, de webinaires, de livres aussi, de podcasts, comme ce que tu es en train de faire aujourd'hui, d'intégrer un club d'investisseurs. C'est-à-dire que c'est de nourrir constamment la réflexion dans l'objectif qu'on s'est fixé. D'accord? Dans cette formation-là, il faut apprendre à comprendre les mécanismes de marché, comment le marché de l'immobilier est structuré, quels sont les cycles, parce qu'il y a aussi des cycles, il y a les types d'investissement, est-ce que je veux faire du locatif, est-ce que je veux faire de l'achat-revente, est-ce que je veux faire du saisonnier. C'est vraiment, en tout cas, avoir des connaissances sur toutes ces stratégies-là pour définir son objectif. Définir son objectif, c'est avoir un plan, c'est avoir une stratégie d'investissement. Pourquoi je veux faire de l'immobilier? C'est la première question. C'est est-ce que je veux préparer ma retraite? Est-ce que je veux faire du patrimonial? Est-ce que je veux du cash flow, des revenus locatifs complémentaires? Est-ce que voilà, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser avant de commencer à investir dans l'immobilier. Ensuite, ben, ce qui est aussi fondamental, ben, l'argent, c'est le nerf de la guerre, donc c'est établir un budget. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, dans ma conception de l'immobilier, c'est un métier. Un investisseur immobilier, c'est avoir une entreprise avec des actifs, avec des biens, avec une offre de services et des clients. Moi, je ne parle pas de locataires, je parle des clients, les clients qui paient pour un service.
Moi, j'ai des clients, ben, je leur dois un service. Ils paient pour un service. Donc, Voilà. c'est vraiment avoir en tête que c'est une entreprise qu'il faut faire fructifier. Donc, établir un budget, identifier sa capacité de financement, avoir de l'épargne, mettre de l'argent de côté. Aujourd'hui, les banques, elles demandent de plus en plus à ce qu'on mette de l'argent de notre poche dans nos projets immobiliers. Donc, c'est avoir cette épargne-là. C'est une épargne de sécurité aussi, en cas de coup dur. Avoir une hygiène, je vais dire, financière. Faire attention à ses habitudes de consommation. Parce que c'est vrai, on va avoir un banquier. Peut-être qu'on n'a pas ça en tête, mais le banquier qui nous demande les 3 derniers relevés de compte, le banquier regarde quelles sont nos habitudes de consommation. Qu'est-ce qu'on fait avec notre argent? Est-ce qu'on épargne? Est-ce qu'on dépense de manière superflue? Et donc, il faut identifier tout ça et commencer à avoir un plan. D'accord? Et dans ce plan-là, ben, on a son tableau de bord financier. Tous les mois, ben, il faut aller regarder quels sont mes postes de dépenses qui me coûtent le plus. Est-ce que j'ai pas des dépenses superflues? Je prends un exemple. On fait des courses. La personne qui va faire des courses chaque semaine, et, qui achète du pain, du beurre, etc. Et, et avant d'aller au travail, passe dans une boulangerie, achète un croissant et un jus. Est-ce que là, il n'y a pas une dépense supplémentaire puisque j'ai fait des courses dans la semaine, j'ai acheté du pain, j'ai acheté un certain nombre de choses pour pouvoir prendre un petit déjeuner avant de partir. Et malgré ça, je m'autorise à. Alors, je dis pas c'est comme ça qu'il faut faire. Ce que je dis, il faut faire attention à comment je consomme. Ensuite, commencer petit, étape par étape, grandir étape par étape, pas voir trop grand tout de suite. On est en cours d'acquisition, donc on achète petit. On peut commencer par, tout à l'heure, je dirais peut-être une stratégie, mais on achète une petite unité, on a un locataire, on voit comment ça se passe, on commence à se faire la main sur ça, et puis petit à petit, eh ben, on grandit, et c'est le mal en tout cas que je souhaite à toutes les jeunes personnes qui veulent investir dans l'immobilier. Tu sais, ma plus belle réussite dans le club, c'est que non seulement j'ai pratiquement 75% de femmes qui investissent et qui investissent seules, et je vais t'avouer qu'elles sont déterminées. Et la deuxième chose, c'est qu'elles sont aussi jeunes, moins de 40 ans. Et ça, c'est une victoire je vais dire, pour nous dans le club, parce que souvent, on a tendance à croire que le milieu d'investissement immobilier, c'est un milieu d'hommes. Depuis quelques années, ben, je vois que la population a changé. C'est beaucoup de femmes qui se disent, tiens, ben, je veux un complément de revenu, je veux des locataires, je veux investir dans l'immobilier, je veux préparer ma retraite. Voilà, ça, c'est des exemples de stratégies auxquelles il faut penser au départ. Un principe fondamental que je vais dire et redire peut-être tout au long de cette interview, c'est que le bénéfice se fait à l'achat. Il faut bien acheter pour mieux revendre. D'accord. C'est pas j'achète à n'importe quel prix. Il faut vraiment avoir les indicateurs. Voilà. Donc, bien négocier. Pour bien négocier, il faut avoir confiance en soi. Et pour avoir confiance en soi, il faut se former et s'informer. Voilà. Donc, on a fait un 3. C'est une boucle. C'est ça. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Eh ben, se constituer un réseau, développer son réseau. Développer son réseau, c'est d'avoir dans son réseau un expert comptable, avoir un avocat en droit immobilier, avoir un banquier, avoir un gestionnaire de patrimoine, avoir des agents immobiliers, des chasseurs de biens. Ça aide. Lorsqu'on débute, on ne sait peut-être pas par où commencer. C'est le fait d'échanger avec toutes ces personnes-là qui sont déjà dans le milieu de l'immobilier, qui va donner des pistes. Voilà.
Et surtout des recommandations. Chez nous, ça fonctionne beaucoup comme ça, sur recommandation. Un tel connaît un tel qui recommande un tel. Et ça c'est un réseau qui est, le réseau aux Antilles, il est extrêmement puissant parce qu'il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et la dernière étape, j'appelle ça se constituer une équipe de rêve. Se constituer une équipe de rêve, c'est avoir trois professionnels qui nous accompagnent, qu'on consulte à chaque fois qu'on veut réaliser un projet immobilier. Un banquier, un gestionnaire de patrimoine ou un avocat fiscaliste, d'accord, et un chasseur de biens ou un agent immobilier. Quelqu'un qui est toujours à la recherche, qui est sur le marché, qui a une bonne connaissance du marché, qui connaît les opportunités à venir ou du moment. Et ces trois personnes-là permettent à chaque fois de valider et de saisir des opportunités. Je prends un exemple simple. Je suis à la recherche d'un bien immobilier. J'appelle mon chasseur de biens ou mon agent immobilier. Il me dit, tiens, Eric, il y a tel programme ou telle opportunité sur telle affaire, ou j'ai un propriétaire qui m'a appelé qui vend un immeuble. Donc là, c'est déjà une première information que je vais faire valider une fois que j'ai fait les visites, tout ça, etc., que je suis intéressé. Je fais valider avec mon gestionnaire de patrimoine ou mon avocat fiscaliste pour valider la stratégie que je veux mettre en place. Et ensuite, je vais voir mon banquier. Et quand je vais voir mon banquier, j'ai déjà des certitudes. Je vais voir mon banquier, je lui dis, voilà, j'ai trouvé un bien immobilier. J'ai fait tous les calculs de rendement. Ça va dégager tant de cash flow. Je vais, avec une réduction fiscale de temps par année, etc. Tout ça, c'est des informations qui permettent non seulement de rassurer le banquier, mais c'est surtout le message qu'on lui envoie, c'est que je fais un achat conscient. Je sais pourquoi je fais de l'immobilier. Voilà. T'as parlé, tu peux juste redire un petit peu les étapes directes. Parce que c'est vrai qu'entre les différentes étapes, tu as parlé en profondeur un petit peu des étapes, mais dis-nous quelles sont les 5 ou 6 étapes directes pour vraiment aider chaque personne à concevoir en fait le concept rapidement. 1, avoir une situation professionnelle. Voilà. 2, l'acquisition des connaissances. D'accord. Définissez vos objectifs. 4, établir un budget. 5, constituer son réseau et former son équipe de rêve. Voilà les étapes. Comment? C'est concis et en fait c'est direct. Moi j'aime en fait les 5 étapes vraiment permettent aux gens de voir en fait qu'est-ce qu'ils doivent faire en fait quand ils ne connaissent rien du tout. Et moi en tant que coach en leadership transformationnel, pour moi, je pense que le leadership, c'est important déjà de comprendre en fait qui on est en tant que personne. Et beaucoup de personnes rentrent dans ce genre d'investissement pour les mauvaises raisons. Et toi, c'est ça la différence avec ce que toi tu fais en fait. C'est que certes, tu veux avoir un cash flow, mais tu as quand même une vision. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes ne comprennent pas en fait que déjà en tant que leader, avoir une vision, savoir pourquoi en fait on a cette entreprise là, quelles que soient les entreprises, ça permet justement de faciliter un petit peu le pourquoi et de se focaliser sur en fait les différentes étapes en fait qui vont améliorer notre parcours, parce que les gens voient en fait le résultat, d'accord, après 10 ans, mais maintenant il y a du travail que toi tu as dû faire. Le travail personnel, et je pense que c'est ce qui manque en fait chez les gens aussi, c'est le travail personnel. Réaliser que tu as dû grandir toi-même aussi dans l'estime de toi, l'estime de soi, parce que tu n'avais pas ça, tu connaissais pas vraiment un petit peu, tu avais commencé dans tes débuts dans l'immobilier, mais tu as dû grandir dans cette confiance en toi, te dire ok j'ai commencé, parce qu'avant même de connaître Monsieur Lepine, tu avais un petit peu des biens, des achats, tu étais un petit peu dans le système un petit peu avant, donc tu as eu cette première approche et tu te dis ok maintenant j'ai fait ça une première fois, maintenant je peux aller un peu plus haut, et c'est ça en fait que je pense que les gens doivent réaliser, c'est que ça t'a pris quand même 10 ans, plus de 10 ans en fait, pour réaliser où on est. Tu as dû travailler sur toi-même, tu as dû avoir une vision, tu as dû créer un objectif. Et puis, ce que j'aime aussi, c'est ta mission. On va parler de ta mission qui est vraiment la mission de solidarité. Tu ne veux pas juste être dans l'immobilier pour être dans l'immobilier, tu veux aider les gens. Et ça,
ça, c'est le cœur de service, en fait, que peu de personnes ont. Et ça, c'est dans le leadership transformationnel. C'est un cœur où tu veux aider à transformer la vie des gens pour qu'ils puissent avoir un meilleur avenir. D'accord? Et je veux que tu parles un petit peu de ce que tu fais pour aider les gens qui sont fragilisés. Parle-nous un petit peu de ton programme, de ce que tu as déjà fait, parce que c'est quand même touchant. C'est vraiment, c'est très impressionnant ce que tu fais. D'accord. Alors, je voulais juste rajouter une chose, tu sais, j'ai eu de la chance. J'ai eu la Mm. chance d'avoir mon meilleur ami qui s'est intéressé, on s'est intéressé à l'immobilier en même temps. Et si tu veux, on s'est challengé et on a commencé nos premiers investissements ensemble. Et ça aussi, c'est pas négligeable d'avoir un partenaire de confiance, un partenaire de route qui sait savourer les succès avec toi, mais aussi qui sait prendre ses responsabilités en cas de problème. Et ça, je parle de chance ou de bénédiction parce que vraiment, ben, c'est un partenaire avec lequel je continue à faire des investissements. Eh ben, on a commencé ensemble en 2003. Et, euh, Wow. et, et si tu veux, on était prudents tous les deux, hein. On était Mm. prudents, on faisait ça un petit peu en bon père de famille. Et puis, chacun alimentait la réflexion de l'autre. Moi, lorsque j'avais appris quelque chose, je partageais avec lui, lui partageait avec moi. Et il y avait cet échange qui nous a permis de grandir ensemble. Mm. On a grandi ensemble. Et ça a nourri notre réflexion, notre relation pendant toutes ces années. Donc ça, c'est pas négligeable. Si vous pouvez aussi, si vous avez l'opportunité, vous avez un bon ami, votre meilleur ami, ou bien un cousin, une sœur, un frère, quelqu'un avec lequel vous avez de bons rapports et que vous avez surtout des mêmes valeurs, ben Là, n'hésitez pas. Voilà, il faut qu'il y ait aussi les mêmes valeurs. Et n'hésitez pas à vous rapprocher en tout cas, à créer une relation, je veux dire, de partenaire forte avec des personnes de vos entourages. Pour revenir sur l'action solidarité, c'est vrai que souvent, hein, c'est un adage qui dit la main qui reçoit donne. Je pense qu'au-delà de l'investissement et de parler d'argent, pour nous, ça s'est inscrit de manière tout naturelle qu'on puisse redonner gratuitement ce que nous savons faire de mieux, qui est de l'immobilier, et aux plus nécessiteux. Alors, c'est vrai que ça a commencé avec un projet d'une dame qui nous avait été recommandé par un CAS, une dame en difficulté, qui avait épuisé toutes sortes d'aides pour pouvoir habiter dans des conditions beaucoup plus louables. Elle n'arrivait plus à trouver les ressources. Elle avait aussi des enfants à charge. Elle avait une toiture. Lorsqu'il pleuvait, ben, l'eau rentrait dans la maison et elle perdait le courant. Et tout ça, ce sont des situations qui nous sensibilisent parce que souvent, on attend sur soit les élus, soit sur une hypothétique aide qui sortirait de je ne sais où. Mais nous, dans notre quotidien, et c'est là où j'appelle à la responsabilisation, c'est que on peut tous faire quelque chose à notre niveau. oui. La misère, elle est pas cachée, on la voit, elle est visible aujourd'hui. Il y a la misère qui est visible, il y a la misère qui est cachée aussi, où les personnes sont cloîtrées chez elles, elles veulent pas sortir. En tout cas, elles montrent pas qu'elles sont en difficulté. Mais je pense que lorsqu'on a identifié quelqu'un comme ça, on ne peut pas ne pas réagir. On ne peut pas ne pas être acteur, parce que nous sommes tous acteurs de ce qui se passe. Et chacun, avec sa contribution, peut apporter ce qu'il peut apporter. Moi, je prends un exemple. Cette dame-là, ben, on est venu, on a fait quelques réunions de travail. À l'époque, la maison n'était pas assurée. Donc, on lui a dit, il faut assurer la maison si vous voulez que nos équipes fassent des travaux pour vous. Donc, on a enclenché une procédure, une démarche avec elle pour pouvoir faire assurer sa maison. On a fait des demandes de travaux auprès de la mairie pour que tout soit en règle, finalement. On a mobilisé notre réseau avec des professionnels du BTP qui venaient le week-end. C'est-à-dire que c'était vraiment un élan de solidarité. Samedi, dimanche, ils étaient là.
Euh, Wow. Ils ont refait l'électricité. Lorsqu'on a refait l'électricité, on a refait la toiture. Lorsqu'on a refait la toiture, on s'est dit, ben, mais pourquoi pas peindre l'extérieur. On a repeint l'extérieur de la maison. Et chemin faisant, on s'est dit, bon, mais on va quand même arranger la barrière. On a, Mm. on a refait la clôture. Et, euh, Wow. et le week-end, donc j'avais des membres qui venaient apporter peut-être des collations, de l'eau. La solidarité, elle va jusque-là. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait une action, ben, tout le monde était mobilisé. Les gens venaient avec de l'eau, les gens venaient avec de quoi manger, des sandwichs. Ben, des bénévoles venaient aussi retrousser leurs manches et venaient peindre avec leur rouleau. Donc, cette dame-là, ben, on a été heureux de refaire sa toiture. Et cet élan de solidarité a tellement gagné nos partenaires qu'à l'époque, nous avions comme partenaire le Squatch Hotel, Mm. qui avait hébergé cette dame-là le week-end ou en portion complète et gratuite Wow. le temps de la réparation de la toiture. Wow. Nous sommes intervenus aussi auprès d'associations telles que Matété, qui est une association pour les femmes qui sont atteintes du cancer du sein. Et notre dernière action, c'était l'action 2024, où le week-end, les membres venaient avec leurs pinceaux, leurs scie sauteuses, les personnes. On a fait une sorte de chantier atelier. C'est-à-dire que les personnes qui savaient pas, qui savaient peut-être pas faire une découpe enfin poser des plaintes par exemple, ben, venaient apprendre parce qu'il y avait des professionnels qui étaient là aussi et qui disaient, qui donnaient quelques conseils pour l'utilisation de tel outil. On peut faire ci comme ça, machin, etc. Et cet élément de solidarité, eh ben, elle est portée par tous parce que nous sommes tous co-responsables de ce qui se passe. Voilà. Mm. Euh, c'est, j'ai beaucoup aimé le terme que tu as utilisé, c'est qu'on doit être acteur. Et je pense que certes, tu as cette mentalité, mais c'est pas donné à tout le monde d'avoir une mentalité d'acteur, une mentalité vraiment qui fait bouger les choses. Et j'aurais aimé voir en fait plus cette dynamique-là en Martinique, plus au niveau, même au niveau de la Caraïbe francophone. Et parce que moi, je connais pas forcément depuis, ça fait plus de 10 ans que je vis à l'étranger, je connais pas vraiment Mhm. des personnes en fait qui font bouger le pays dans ce sens-là en fait. J'entends comme tu dis beaucoup le côté négatif. Mais maintenant, des personnes, en fait, il faut qu'on fasse bouger un petit peu les discussions, même créer beaucoup de... Je sais que ta femme aussi crée aussi un mouvement qui s'appelle le Créole Influence, Mhm. qui parle beaucoup de comment justement aider les gens dans le territoire, et comment ils, ils partagent leur influence Mhm. dans le milieu créolisé. Et je pense que c'est ce qu'il faut. Il faut plus de personnes qui soient acteurs, qui fassent bouger le pays et qui apportent quelque chose, qui apportent leur pierre à l'édifice. Alors maintenant, avec la situation du marché économique actuel, est-ce que tu penses que c'est rentable d'investir en Martinique? En Euh, Martinique, mais la Martinique reste quand même un territoire attractif. J'en veux pour preuve qu'on a, tu regardes par exemple le centre-ville de Fort-de-France, il y a plein d'immeubles qui sont là, soit en abandon, soit, soit en état de vétusté. Tout ça sont des opportunités pour le marché de la rénovation. Donc, on a un marché qui reste quand même assez dynamique. Euh, Quand tu regardes les statistiques, on a des villes où aujourd'hui il est complètement difficile d'acheter. Tu prends une commune comme le Diamant, où tu as parfois des biens à plus de 4 000 euros le mètre carré. Tu as les Anses d'Arlet, tu as Sainte-Luce aussi qui monte Pas euh, mal, hein? pas mal aussi en termes de prix. La Martinique reste attractif pour le marché de la rénovation. Bon, c'est vrai que le neuf a pris un bon coup avec la crise parce que les matériaux ont augmenté. Les promoteurs immobiliers mettent de plus en plus de difficultés à vendre leurs programmes parce qu'aujourd'hui, on est plutôt sur un marché de l'ancien. Donc, il y a des opportunités, il y a des choses à créer. Il y a
Moi, je parle souvent de l'économie solidaire. On parlait tout à l'heure d'action solidaire, mais je parle aussi d'économie solitaire. Le marché de la location de la silver economy, par exemple. Est-ce que l'immobilier ne peut pas se mettre au service de la silver economy pour régler la problématique de nos anciens? Beaucoup de personnes âgées sont dans des maisons seules, isolées. Et est-ce que là, l'immobilier ne peut pas venir répondre et créer des espaces partagés, de la colocation senior pour pouvoir répondre à ce besoin-là? Je ne vais pas parler de garderie, mais on appelle ça des haltes pour seniors, par exemple. Autour de nous, nous avons tous quelqu'un qui est en charge d'un parent, peut-être alité, malade, etc. Et en même temps, on doit vaquer à nos activités professionnelles. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire aussi dans l'immobilier pour pouvoir accueillir ces personnes-là à la journée ou à la nuitée, une sorte d'hébergement temporaire? Si par exemple j'ai un déplacement à faire sur la métropole pour des raisons professionnelles, ben, j'aimerais bien avoir un endroit sécurisé auquel j'aurai confiance pour déposer mes parents et le temps de ce voyage. Donc je pense que la Martinique, en tout cas, et je pense que la Guadeloupe, on a encore une belle carte à jouer en termes d'investissement immobilier. Oui, totalement. Mais ça vient encore du mindset. Tu as cette mentalité où tu es dans dans le problem solving. Tu aimes vraiment résoudre des problèmes. Et ça, c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Moi, j'ai dû grandir dans ça parce que je n'avais pas ce genre de mentalité-là avant. Et je pense qu'il faut vraiment, c'est pour ça que je parle de transformer les mœurs dans ma saison numéro 2, c'est vraiment déconstruire pour reconstruire, parce que justement, ça vient avec l'esprit colonialiste, ça vient avec notre passé, notre histoire. Donc, il y a une mentalité qui a été intégrée pendant des années, des siècles même, qu'il faut justement retirer. C'est pas donné à tout le monde de penser comme ça. Surtout quand on vit dans un environnement, en fait, j'ai des amis qui sont là depuis plus de 20 ans. Quand on ne voyage pas forcément, quand on ne va pas à l'étranger, quand on a, toi, c'est parce que tu as quand même vécu à l'extérieur, tu as quand même vu tu as eu une ouverture culturelle, une ouverture d'esprit qui t'a permis d'arriver à cette manière de penser. Mais maintenant, quand tu es sur le territoire et que tu vois que il y a le système cognitif est vraiment intégré depuis des années, c'est pas facile. C'est pas facile. J'aime beaucoup ta manière de penser. Je trouve qu'il y a plein de choses à faire. C'est pour ça que je me suis connectée avec toi. Il y a beaucoup de choses à faire justement en Martinique. Mais maintenant, il faut des gens comme toi, comme moi, qui soient acteurs. J'aime beaucoup aimer ce mot-là, qui soient acteurs, qui faisons bouger les choses à où on est en fait. Mais oui. Ça donne du sens à ce que tu fais, parce que nous, on a besoin de toi pour mettre en lumière tout ça. On a besoin d'un canal de communication qui puisse mettre en exergue les personnes qui ont non seulement cet amour pour leur pays, mais la vision aussi. Donc c'est un tout, parce que moi, je peux avoir la vision, mais si je n'ai pas le canal de transmission pour pouvoir émettre un petit peu partout, je serai isolé. Et je pense que, encore une fois, je le dis, hein, on est une terre de champions. On est une terre de champions. Il y a des personnes qui font des choses extraordinaires. Alors comme on se dévalorise souvent nous-mêmes, et on valorise tout ce qui est à l'extérieur, je pense que le travail et je pense que ça peut être un challenge pour toi en tant que média, c'est de dire, il est temps qu'on parle de nous, il est temps que nous racontions notre histoire, et puis qu'on aille chercher toutes ces personnes-là qui ont cet amour de leur pays, qui puissent valoriser ce qu'ils font au quotidien, parce que c'est vrai, hein, les gens font des choses extraordinaires. Oui, c'est totalement. Et puis, comme on a l'habitude, on se dit, tiens, mais non, mais c'est Tissourson qui a fait ça. Et j'imagine, tu vois, je caricature volontairement. On se dit, mais non, mais c'est le voisin qui fait ça. Bon, il a l'habitude de faire ça, mais si on s'arrête et on regarde ce que chacun porte en lui,
on se rendrait compte qu'on est un peuple extraordinaire avec une On est facilité vraiment, parce oui, parce que justement, cette insularité et notre histoire nous a rendu, comment dire ça, résilient, résilients, voilà. On fait preuve on fait face à l'adversité, on fait face oui, à toutes sortes de choses et on développe justement. oui, Alors, il y en a qui en parlent beaucoup plus librement. Comme moi, j'en parle beaucoup plus librement, mais il y a des personnes qui sont peut-être introverties, mais qui ont aussi cette vision et qui ont des oui, choses à dire. Si on va les chercher, on va totalement, découvrir qu'ils ont des choses à dire aussi. Donc, totalement. comme disait Césaire, l'heure de nous-mêmes a sonné. Je pense Oui, qu'aujourd'hui, il est temps qu'aux quatre coins du monde, qu'on puisse voilà, converger vers, voilà, vers l'excellence. Voilà, oui, un objectif unique qui vise à oui. l'excellence. Totalement, totalement. Et c'est pour ça que mon podcast est vraiment équipé pour transformer la nouvelle génération parce que je suis quelqu'un qui me focalise sur le futur en fait. Qu'est-ce qu'on doit faire en fait? Qu'est-ce qu'on doit apporter pour bâtir le pays, pour bâtir les personnes en fait, bâtir les leaders parce que moi le leadership c'est je pense un concept qui doit être encore plus intégré en fait dans le milieu caraïbe francophone pour vraiment faire les gens réaliser que ils ont quelque chose à apporter, ils ont une mission de vie, ce sont des pépites. Mais Mm. quand on a personne vraiment pour nous dire en fait ce genre de choses là et qu'on se focalise que sur le négatif, comment vraiment comment faire avancer le pays, comment faire avancer parce que c'est un tout comme tu dis, c'est le réseau, c'est amener les bonnes personnes en fait qui ont vraiment une mentalité pour aider le pays à avancer. Alors on a deux dernières questions. Alors, l'avant-dernière question, c'est parlons de deux deux investissements immobiliers que l'on peut en fait pratiquer en tant que débutant. Ok, comme tu as parlé des sept démarches, maintenant, quel investissement immobilier qu'on peut vraiment commencer à se focaliser, sur lequel on va se focaliser quand on commence en fait dans l'immobilier. Parle-nous de deux seulement. Bon, ben, on n'a pas encore je pars du principe qu'on débute, on n'a pas encore d'expérience, on commence tout Voilà. juste à se former. Moi, je pense, et c'est ce que je conseille souvent aux personnes qui poussent la porte du club, c'est commencer par un petit studio, par exemple. On Ok. est sur 20-25 mètres carrés, une petite surface. Alors, j'ai une petite surface, pourquoi? Parce que s'il y a un peu de rénovation à faire, c'est plus facile à gérer la rénovation d'une petite surface de 20 mètres carrés plutôt que d'un immeuble de 300 mètres carrés. Je caricature volontairement. C'est que c'est beaucoup plus simple, je veux dire. Ça prend moins de temps dans la gestion. Et en plus, on a un locataire unique. Donc, pour moi, c'est une bonne entrée en matière pour commencer à investir dans l'immobilier. D'accord. Donc là, on est sur une stratégie, je vais dire, de location en nu ou en meublé, d'accord? Ou bien, même principe, j'achète un bien dans. Alors, il y a des complexes hôteliers qui parfois revendent des chambres. On peut aussi, on peut aussi acheter une chambre. Alors, ça s'est fait à Tartane il y a quelques années de cela, où il y a eu une revente de chaque appartement. Le Caraïu aussi, j'ai vu le Caraïu faisait ça aussi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mm. Donc on peut acheter une petite unité. C'est géré par la gestion se fait toujours par le biais de l'hôtel qui met à disposition les chambres à destination de sa clientèle. Donc là aussi, ça peut être un petit investissement qui permet de mettre un premier pas dans le monde de l'investissement immobilier. Pas Voilà. mal, pas mal, pas mal. Alors, Eric, donne-nous ton dernier mot. Ton dernier mot pour toute personne, en fait, qui nous écoute. Qu'est-ce que tu as à leur dire, justement, dans leur début dans l'immobilier? Ce que je veux leur dire, c'est d'être résilient, d'avoir non seulement un rêve. La première étape, c'est d'avoir un rêve, Mm. une passion et une vision.
La vision, elle se travaille, on peut l'améliorer, on peut l'ajuster tout le temps, à tout moment. La passion, elle se nourrit, d'accord? Et, et donc, pour moi, ce sont les trois ingrédients qu'il faut avoir pour pouvoir se lancer dans soit l'immobilier, dans un business ou quel que soit ce que vous voulez entreprendre. La seule limite que quelqu'un peut se fixer, c'est celle qu'elle se sera fixée elle-même. La seule limite. Maintenant, c'est avec ces trois ingrédients-là, n'importe qui peut commencer à investir sur lui-même et que ça ait des répercussions sur sa famille, quoi. Donc voilà, C'est vision, bien. passion et courage. Et courage. Merci beaucoup, Eric, d'être venu sur la plateforme. Merci, Hélène. C'est bien d'avoir des acteurs, en fait, solidaires qui font bouger le pays, qui sont vraiment dans cette dynamique vraiment intellectuelle, des leaders intellectuels comme toi qui apportent vraiment leur pierre à l'édifice. Donc, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui, Eric. Merci beaucoup, Hélène, pour m'avoir invité, et puis au plaisir. Au plaisir. Merci. Alors, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre, en fait, tous les deuxièmes samedis du mois. Et le mois prochain, le 14 décembre, nous avons un autre, euh, un autre invité exceptionnel qui va parler vraiment de comment vraiment grandir dans l'éducation financière. C'est important justement dans ce temps où on est maintenant, comment créer des opportunités pour aider le pays à avancer, pour aider la Caraïbe francophone à avancer. Alors, n'hésitez pas à partager, à liker le podcast parce que nous voulons faire bouger les choses, nous voulons créer des bâtisseurs pour le patrimoine caribéen. Merci encore tout le monde et on se voit le mois prochain.